me soit permis, puisqu'il s'agit du rôle de la santé dans le développement de l'Afrique, de faire un rappel, un bref rappel. Je voulais ramener dans nos mémoires toutes ces luttes que l'industrie pharmaceutique a permis de gagner en Afrique. Qu'il s'agisse du programme de lutte contre l'onchocercose, la cécité des rivières, qui a permis de libérer des plaines entières dans 10 pays africains grâce à l'ivermectine, et dont des grands pays ont contribué au financement, en particulier le Japon. Je voudrais parler des maladies de la petite enfance, c'est-à-dire les programmes de vaccination, dont Bill Gates a pris le relais actuellement, qui permet aux enfants d'Afrique d'être vaccinés, sans parler des maladies qui ont connu une éradication grâce à l'industrie, c'est la variole, sans compter les maladies qui sont sous contrôle, comme la fièvre jaune, comme le sida actuellement, qui a un programme de lutte très efficace, mais également des médicaments du passé qui ont permis de créer une économie agricole africaine grâce aux travaux de Jameau, en particulier la lutte contre la trypanosomiase, qui empêchait d'entrer dans les forêts africaines pour créer les plantations. Donc on voit qu'en se basant sur l'histoire, l'industrie, en particulier l'industrie pharmaceutique, a été d'un grand apport pour le développement de l'Afrique. Car la conséquence, une des conséquences simples et visibles, c'est que cette industrie qui a permis à beaucoup d'enfants de dépasser l'âge de 5 ans, a permis à des adultes de dépasser l'âge de 50 ans, a amené cette croissance démographique exceptionnelle dont on est tous témoins. Donc cette croissance exceptionnelle en Afrique, malgré un programme de planning familial qui est appliqué dans la plupart des pays, qui ont permis aux femmes de baisser la natalité de moitié dans la plupart des pays, cette croissance démographique de l'Afrique est directement liée à une industrie, l'industrie chimique, qui a permis une lutte efficace contre des maladies et qui permet encore une lutte à l'heure actuelle contre des maladies comme le paludisme, comme la méningite cérébrospinale, qui était dans la corne, qui était la ceinture de l'Afrique, qui atteignait 400 millions de personnes et qui perturbait les économies lorsque les épidémies arrivaient. Les champs de coton, les champs d'oignons, etc. étaient abandonnés. Mais toutes ces luttes ont été possibles grâce à la solidarité internationale, car à travers ces programmes de l'OMS et de l'UNICEF, l'Afrique a pu se libérer de ça. Donc c'est vrai, l'Afrique est un pays à croissance démographique exceptionnelle. Ces programmes de santé ont permis de combler le gap que le développement démographique de ce continent avait par rapport aux autres continents. Très souvent, on ne se pose pas la question pourquoi. Pourquoi cette croissance? Pourquoi ce rattrapage démographique? C'est grâce à l'industrie chimique. Et je voudrais simplement dire que pendant des années, les côtes africaines, en particulier les côtes d'Afrique occidentale, n'étaient pas fréquentables du fait du paludisme à falciparum, qui faisait que tout étranger qui rentrait en Afrique mourait dans les 3 mois de neuropaludisme. Et depuis le XIVe siècle, le XVe siècle, avec les Portugais qui, chez moi, ont créé les villes de San Pedro et de Sassandra, les échanges se faisaient à travers les bateaux, mais les gens ne descendaient pas. Il a fallu encore une molécule chimique, la quinine, qui a permis l'implantation de comptoirs et la colonisation. Donc vous voyez que l'histoire même naturelle des maladies en Afrique a beaucoup changé grâce à l'industrie chimique. L'Afrique, donc, est un pays de grande croissance démographique, d'opportunités, de nouveaux marchés. Mais en fait, l'Afrique a toujours été un marché. Quand nous nous basons sur la géographie de l'Afrique,
on est étonné de voir que des pays entiers ont porté des noms de ce qu'ils produisaient. Le Ghana s'appelait la Côte de l'Or parce qu'on y venait chercher l'or. La Côte d'Ivoire s'appelait la Côte d'Ivoire parce qu'on faisait le commerce de l'ivoire. Donc l'Afrique a été toujours un marché. Ça a été un marché jusqu'à présent de matières premières. Mais le nouveau marché dont nous parlons, c'est le marché des consommateurs, c'est-à-dire une population qui en 2050 va être à 2 milliards et en 2100 à 4 milliards. C'est 4 milliards de consommateurs que chacun voit, chacun vise et se dit comment faire. Mais je ne suis pas une industrielle, je vais simplement me baser sur les défis. Le premier défi où je voudrais attirer l'attention des industriels, c'est que ces maladies qui ont été combattues et qui ont pu être soit contrôlées, soit éradiquées, se sont faites à partir de la solidarité internationale. C'est à travers des programmes de l'OMS, de l'UNICEF, de la contribution des pays que ces maladies ont été maîtrisées, de clubs services comme le Rotary pour la polio, que ces maladies ont été maîtrisées. Mais si on fait un bilan à l'heure actuelle des pays africains dont l'industrie pharmaceutique permet d'assumer la fourniture à leurs consommateurs, il y a peut-être quelques pays en Afrique du Nord comme le Maroc et la Tunisie qui, je crois, produisent 60 à 65% de leur consommation médicale. Mais dans les autres pays hors l'Afrique du Sud, la fourniture de médicaments par le pays lui-même tourne autour de 4 à 8%. Donc, dans l'industrie chimique même, il y a un déficit énorme. Et s'il n'y avait pas cette solidarité internationale, les résultats obtenus qui ont permis la croissance et le développement démographique n'auraient pas existé. Donc, il y a une réflexion à amener, un défi à lancer dans des partenariats pour que le gain qui a été obtenu ne disparaisse pas par l'établissement de partenariats qui permettent de la soutenabilité de ce qui a été acquis. Le deuxième défi dont je veux parler, c'est l'organisation de l'espace géographique en Afrique. L'Afrique, avec cette nouvelle démographie, a changé de visage. L'Afrique est devenue urbaine. L'Afrique compte en moyenne 50% de sa population qui vit dans des villes. Cette urbanisation a une chose particulière, c'est que l'urbanisation des vieux pays, ce qu'on dit les vieux pays, c'est fait sur des siècles. L'urbanisation en Afrique s'est fait sur 50 ans, 60 ans. Une ville, ma ville, Abidjan, qui avait 400 000 habitants en 1960, à 6 millions d'habitants aujourd'hui. Donc cette urbanisation galopante a changé les espaces, a changé la distribution des espaces pathogènes, mais également a changé la configuration des espaces de soins. Le défi qu'on se pose, est-ce que les budgets de santé pourront permettre de suivre et d'équilibrer ces espaces de soins et ces espaces pathogènes? C'est le premier défi. Le troisième défi, quand on parle de santé, on pense, pendant longtemps on a dit, la santé n'a pas de prix, c'est vrai. Mais la santé a un coût. La santé fait partie d'un sous-système économique. Et un sous-système économique nécessaire, existentiel à la population. Donc, ce qui veut dire que dans le domaine du développement de la santé, deux impératifs se posent. Celui de la connaissance de la demande, comme un peu sur n'importe quel marché. Quelle est la demande en Afrique en matière de santé? Et quelle est la capacité de l'offre? C'est très important. Donc, ce qui veut dire même que dans la formation des médecins que nous formons, il va falloir accroître les spécialités qui permettent
de mieux maîtriser la demande, c'est-à-dire dans les facultés de médecine, dans les échanges qu'on peut avoir, la formation des informaticiens, la formation des épidémiologistes et la formation de l'information médicale, de façon à avoir des statistiques de ce qui fait souffrir les gens, mais également la capacité de calculer les risques auxquels les gens sont exposés et la capacité de faire des projections dans le futur, au fur et à mesure de l'évolution de la population et de l'espace dans lequel ils vivent, des pathologies que nous allons rencontrer. Donc ce défi est un défi de formation intense pour pouvoir rattraper le retard actuel et prendre de l'avance sur le futur. L'offre de soins, est-ce que les infrastructures telles que c'est proposé actuellement seront adaptées à cette croissance exponentielle ou quand on parle de 4 milliards en 2100, on ne sait pas, puisque le planning familial est appliqué déjà dans beaucoup de pays, va suffire à freiner cette expansion exponentielle. Est-ce qu'il faut avoir recours à des méthodes comme la Chine l'a fait, c'est-à-dire l'obligation d'un enfant par couple? La Chine était un seul pays et la Chine avait des mesures très disciplinaires. L'Afrique est faite de multiples pays avec des États différents, donc ces méthodes-là, on ne les voit pas s'appliquer et l'attachement à la famille comme richesse dans la culture africaine, dans l'anthropologie africaine est très importante. Est-ce qu'il faut des méthodes comme les ligatures de trompe ou encore des ligatures des vasectomiques chez les hommes? On voit mal culturellement ces méthodes-là utilisées pour freiner cette croissance et mesurer. Donc la croissance, elle est ce qu'elle est, elle va comme elle va, mais il va falloir certainement imaginer des modes, des procédures, des prises en charge des maladies qui soient différentes de ce qu'elles sont maintenant. Et également, il va falloir introduire une discipline qui, à mon avis, paraît très très importante, c'est l'économie de la santé, inviter les gestionnaires et les économistes à cette discussion sur le développement de la santé, de façon que ce qu'on a fait pour les programmes de vaccination, c'est-à-dire les coûts-efficacité, savoir que quand on vaccine un enfant contre une maladie et que le vaccin coûte 50 centimes, je ne sais pas comment dire ça, 10 centimes d'euros, alors que la maladie coûterait 100 ou 250 euros, il est mieux de vacciner et d'imposer la vaccination. Donc ce sont des sciences d'autres disciplines qu'il faut rapidement impliquer dans la santé. Et puis, troisième défi, travailler sur les facteurs favorisant la santé. Même en Occident, ces facteurs-là ont été délaissés. C'est maintenant qu'on le voit. On voit que la nutrition est un facteur important, que la manière de se nourrir induit les maladies qu'on va avoir, que l'eau qu'on boit a un impact sur la santé, que l'environnement, la pollution a un impact sur la santé. Donc tous ces facteurs environnementaux qui favorisent la santé doivent être pris en compte dans le développement de la santé. Et la chance de l'Afrique, c'est que l'histoire est écrite ailleurs et qu'on peut faire la lecture de ce qui se passe ailleurs et ne pas attendre, accumuler et appliquer d'entrée de jeu les résultats positifs que les autres ont eus pour obtenir quelque chose. Donc, le développement de la santé, c'est véritablement un enjeu parce que c'est la base du développement. Quand on a les ressources, les matières premières, c'est le cas de l'Afrique. L'Afrique est un pays de matières premières. Elle a rattrapé son retard démographique, donc elle a un capital humain. Ce capital humain a une nécessité de formation, d'acquisition de savoir. Et ce capital humain doit, à la longue, par rapport à la demande et l'offre qui est nécessaire en santé, établir des partenariats solides et durables de façon que la santé, justement, permette à l'Afrique de continuer à se développer. C'est ce que je voulais dire. Merci.